Français parlent aux Français. Combien de sociétés considérées comme stratégiques, c'est public, c'est les chiffres de Bercy, ont été vendues à l'étranger en 2022, 225. Depuis la trahison Alstom, c'est magnifique, mais c'est pas la seule trahison Alstom, vous savez, la vente de notre capacité nucléaire aux Américains, mais il y a la trahison Morpho, quand on va vendre notre capacité d'identité criminelle aux Américains, il y a la trahison Alcatel, quand on vend toute notre capacité des câbles sous-marins, on avait le monopole quasiment, qui ont été vendus aussi aux Américains. Il y a un nombre de trahisons ahurissants sur les 10 dernières années en termes industriels. On est dans le déclaratif, c'est fini, maintenant on va réindustrialiser, machin, etc. Et ça, 2022, les chiffres de Bercy, combien de sociétés considérées comme stratégiques, c'est public, c'est les chiffres de Bercy, ont été vendus à l'étranger en 2022, 225. Donc on a fait 225 Alstom en 2022. Parce que on est dans le déclaratif, on est dans une politique de communicants qui n'agissent plus du tout, qui disent tout et leur contraire. Le fameux en même temps, c'est tout et son contraire. Bonjour à tous. Macron à Marseille. L'inspecteur des travaux finis, enfin des travaux finis qui n'ont pas encore commencé, pour sa 13e visite à Marseille. Eh ben, comment dire, il a serré des mains, des selfies, etc. Celui qui montre des muscles, qu'il n'a pas d'ailleurs à Vladimir Poutine, cède, fraternise avec toutes les personnes qui lui tendent la main, même ceux qui sont quand même assez vulgaires en lui disant « il faut calmer tes petits CRS ». Oui, tout à fait. Enfin, ça montre le courage de notre classe politique. L'esprit munichois, l'esprit de la capitulation, le renoncement, la soumission, c'est lui. Voilà, tout est fait pour vous endormir. La racaille peut dormir tranquille. Ils ont repris leurs activités dès ce matin même en envoyant par boucle télégramme, en disant aux consommateurs, bon, on a eu quelques petits problèmes hier, mais ça y est, tout rentre dans l'ordre, on va pouvoir continuer à vous livrer la drogue. Voilà. Alors, quelques commentaires que j'ai pu voir à droite et à gauche. Aujourd'hui, notre vaillant guide spirituel, président et général en chef des armées pleines de mecs, notre De Gaulle de supérette et Napoléon du dimanche, est à Marseille où il va mettre fin au trafic de toutes sortes afin de rendre la ville totalement sécure. Ensuite, il montera dans son avion pour aller libérer l'Ukraine. On a vu également Macronescu au premier faire des selfies, signer des autographes en pagaille et claquer des bises dans le grand quartier de la Castellane à Marseille. Comme d'habitude, le grand show habituel du Guignol. Puis alors on peut se poser la question, puisqu'au départ la visite était prévue seulement pour Darmanin et Dupond-Moretti, ils sont venus à Marseille, mais pour faire quoi? Parce que du coup, il n'y en avait que pour Macron, qui vend du vent et qui cherche à tenter de sauver les Européennes avec notre chère Valérie Ayer. Vous avez pu voir l'étendue de son éloquence. Voilà, Et puis franchement, ils sont venus la journée. C'est facile pour les péniclés parisiens d'aller jouer les gros bras à cette heure-ci, dans la journée. Les dealers dorment. Il fallait y aller le soir, lorsque les dealers sont en plein travail, en train de faire les livraisons de cam. Voilà. Mais c'est ainsi. Vous vous rendez compte, il est venu 13 fois à Marseille. Ça fait 7 ans qu'il est président. Il fait encore des promesses. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bon. Donc, son but, c'est occuper la scène médiatique, nous gaver de sa présence sur toutes les chaînes pour ne laisser de place à personne d'autre. C'est en particulier une espèce de campagne électorale pour les européennes, du lavage de cerveau pour montrer que grâce à lui, tout va de mieux en mieux. Mais voyons, on a récupéré, je crois, 8 kilos de cannabis. Ouais, 300 grammes de cocaïne. Oui, eh ben franchement, tout ça pour ça, et des dizaines de gardes du corps autour de lui. Bon, il a déambulé, bon. Mais franchement, revenir pour la 13e fois à Marseille et encore promettre la lune, promettre des choses qu'il n'a pas faites. Voilà. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Hier, je faisais une vidéo, je parlais de la communication suite à la visite à Marseille, mais on est encore... Vous avez vu les photos là de notre boxeur national? Interdiction de rire ou de pleurer. Ce sont les dernières photos de Macron publiées par la photographe officielle de l'Élysée. Je suis persuadé que Poutine est terrorisé. Rambo est de retour.
Bravo à notre lumineuse majesté, maître des éléments et de la 4e dimension, un mix parfait entre Stallone et Schwarzenegger. Grâce à sa force, sa maîtrise des conflits, sa clairvoyance, son art de la dissuasion et sa puissance, le conflit russo-ukrainien va être désormais réglé. Parce que, allez, Mishclor. Effectivement, c'est même tombé. En voyant les dernières photos de notre divin souverain, Poutine a convoqué ses médias pour une conférence de presse. Il cède surtout, il redonne tout à l'Ukraine. Il retire ses troupes en s'excusant et en promettant que plus jamais il ne recommencera. Et il est d'accord même pour que la France installe des bases et des missiles à ses frontières. Il a même reconnu que dans son enfance, il avait un jour piqué un paquet de bonbons chez l'épicier en bas de chez ses parents. Macron va maintenant pouvoir ramener la paix au Proche-Orient, la concorde entre toutes les religions et enfin éradiquer une fois pour toutes tout ce qui est trafic de drogue qui gangrène nos sociétés. Béni soit notre Sauveur. Amen. Voilà. Franchement, il avait besoin de sortir encore ses photos. N'importe quoi. Photoshop, au secours. Oui, puisque quand il fait ses shows en bras de chemise, c'est vachement moins musclé. Je vous en mets une, on voit quand même que c'est pas tout à fait la même dimension de biceps et de triceps. Allez, franchement, c'est de pire en pire. Allez, au revoir, à bientôt, partagez. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Vous savez qu'on a beaucoup de chance en France. Oui, on est fiers d'avoir un président comme Emmanuel Macron. Ouais, ça c'est un président, digne de ce nom. Protecteur, beau gosse, sportif, boxeur, avec des biceps comme ça, qui s'occupe avant tout des Français, qui est tout le temps en voyage d'ailleurs, qui s'occupe beaucoup plus de l'Ukraine d'ailleurs. Enfin bref, voilà, on peut être fier, il s'occupe de l'intérêt des Français, quelle chance. Et puis, dans le gouvernement, dans tous les gouvernements qui ont passé, rappelez-vous des personnages éminents comme Sibeth Ndiaye, Marlène Schiappa, Castex, Griveaux, Zizi Griveaux, etc., etc., et j'en oublie. Et là, je voudrais vous parler d'une personne fantastique, Amélie Oudéa Castéra, vous savez, cette personne qui, comment dire, quand elle travaillait à Carrefour, gagnait plus d'1 million d'euros, et puis ensuite, elle se plaignait de ne gagner que 500 000 euros à la Fédération française de tennis. Donc, incroyable cette personne, et ben maintenant elle est ministre, enfin elle est plus ministre de l'Éducation nationale, puisque bon, elle a perdu le poste, elle a tellement raconté de conneries. Il lui reste les sports, les Jeux Olympiques, bref. Mais qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu, pour récupérer cette femme? Vous allez voir quelques secondes d'une séquence gênante, cette dame avec un air de l'actrice Valérie, l'actrice comique un peu Valérie Lemercier, cette grande bourgeoise, s'est essayée devant les caméras à chanter du Aya Nakamura en dodelinant de la tête, au dja, voilà. Et puis elle avait écrit un tweet pour soutenir, parce qu'effectivement la participation de Aya Nakamura est un petit peu, comment dire, en ligne de mire chez certains, parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas tout à fait apte à chanter pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors elle disait à Aya Nakamura, peu importe comment on vous aime, ma chère, foutez-vous du monde entier. Effectivement, c'était un clin d'œil humoristique, si on peut dire, à la chanson L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, puisqu'on pourrait rendre un hommage à Edith Piaf, à la cérémonie d'ouverture, et donc elle reprend ce terme de foutez-vous du monde entier. Voilà. Donc, l'interview, on lui demande de dire ce qu'elle pense du texte. Elle trouve qu'il y a du rythme, de la vitalité. Donc, elle adore. Tout ce qu'elle sait dire, c'est qu'elle adore. Et puis, pour faire Jones, pour faire peuple, elle cite « J'aime bien Dja, j'aime bien Hippé, j'aime bien SMS, j'aime bien Doudou », récite-t-elle en bonne élève, qui a bachoté et a appris par cœur la liste des œuvres complètes de Aya Nakamura, mais qui se trouve incapable d'en dire plus, à part « J'aime bien ». Ça nous fait une belle jambe. Donc, je présume que c'était toute la liste de ses chansons, je sais pas, je connais pas. Si elle défend Aya Nakamura, c'est qu'elle la juge parfaite pour représenter la culture française, évidemment. Mais alors,
expliquez-moi une chose. Pourquoi notre ministre a inscrit ses enfants à une institution scolaire privée catholique, un peu à l'ancienne, lycée Stanislas, institution Stanislas? Elle aurait pu mettre ses enfants dans n'importe quel lycée public. Comme ça, ils auraient étudié du Aya Nakamura en commentaire composé, plutôt que de se taper Madame de Sévigné, et Jean-Jacques Rousseau et d'autres. Hein, on y croit, mais on y croit pas. Elle veut faire peuple, mais c'est bidon, c'est une bourgeoise coincée. Il y a pas de... On nous prend vraiment pour des imbéciles. Puis, j'ai envie de dire, on ne sait pas au juste de qui elle se moque le plus. Si c'est des Français en général, je le pense, mais aussi des Noirs en particulier. En confondant tous les Noirs sous prétexte qu'ils ont la même couleur, c'est aussi un peu du racisme, ça. Pourquoi? Parce que Aya Nakamura, c'est quand même pas la même pointure que Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, premier président du Sénégal, ministre lorsque le Sénégal faisait partie de l'Empire français, et c'était aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Vous voyez, ce sont tous des gens qui se sont élevés, qui ont visé l'élite intellectuelle, l'élite littéraire, l'élite politique, hein, qui ont surpassé même d'autres hauts personnages éminents blancs, on va dire, vous voyez. Tandis que avec Aya Nakamura, c'est vrai qu'il y a plutôt un événement par le bas avec donc des onomatopées dans les chansons. Et elle, cette Amélie Oudéa Castéra, elle veut se racheter aux yeux de l'extrême gauche, qui la conspuait il y a quelques mois, parce qu'elle avait mis ses gamins dans les lycées privés. Hein. Donc elle est prête à toutes les humiliations, toutes les hypocrisies, même les plus ridicules, pour garder sa place, en fin de compte. Hein. Et on voit tout de suite que Aya Nakamura n'est pas la plus qualifiée pour chanter Edith Piaf. Il y a des types de voix particulières, hein, des interprétations qui peuvent être quand même différentes. Mais alors, Amélie Oudéa Castéra n'est pas non plus qualifiée pour chanter du Aya Nakamura. La prestation est complètement désolante. Vous allez le voir dans une quinzaine de secondes. Je tiens quand même à vous rappeler qu'elle nous a spécifié, parlons des Jeux Olympiques, on aura tous à cœur de plonger dans la Seine, nous explique-t-elle, car elle était interrogée sur l'engagement pris par Emmanuel Macron de se baigner donc dans ce fleuve qui arrose la capitale, et elle l'a dit lors de donc Macron a dit lors de l'inauguration du village olympique, donc c'est ce que rappelle Amélie Oudéa Castéra, le chef de l'État a toutefois refusé d'indiquer le moment où il le fera. On est dans de la communication et du blabla et du blabla et du blabla. Il y a de la merde qui flotte dans la Seine et on va s'y baigner dedans. Il y a des rats partout dans Paris. Et on fait mine de vous dire que tout va très bien. Que dire? Toujours de la communication, comme à Marseille. À Marseille, pareil. C'était même pas la 13e fois à Marseille, c'était la 17e fois, ce qui paraît, d'après certains journalistes, pour venir dire toujours la même chose, écouter, claquer des bises, faire des selfies. Et puis ensuite, le roi de l'inaction, en 7 ans, est-ce que les choses ont avancé en France ou à Marseille? Eh ben non, c'est pire qu'avant. Donc, en fin de compte, aller se présenter devant les Français, perdre du temps en de longues déambulations à travers un quartier qui a été sécurisé évidemment par des centaines et des centaines de CRS, alors que de l'autre côté, le business de la vente de drogue continue. Enfin bon, que des conneries. Malheureusement. Bon, allez, je vous laisse en tous les cas. Écoutez, partagez. J'espère que ce petit trait d'humour vous aura fait du bien aussi. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. En France, la chanteuse Aya Nakamura. Bonjour à tous, bonjour TikTok. L'attentat à Moscou, ça serait une composante de Daesh, de l'État islamique. Vous savez ce que c'est qu'une composante? Vous, avec 3-4 connaissances, vous prêtez allégeance à Daesh, et vous êtes donc une composante, même si en haut ils sont même pas au courant de ce que vous faites. Vous déposez une bombe, vous faites un attentat, et on dira, c'est Daesh qui a commandité. Voilà, hein, c'est une composante. Bref, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis allé j'ai trouvé des choses intéressantes. Mais, comment dire, Al-Qaïda et Daesh, qui les a créés? Ceux qui traînent un peu sur le net savent très bien où je veux en venir. Hillary Clinton nous
nous avons contribué à créer le problème que nous combattons aujourd'hui. L'opération Cyclone était le nom de code du programme de la CIA visant à armer et financer les moudjahidines afghans avant et pendant la guerre soviétique en Afghanistan. C'était de 79 à 89. Ce programme visait principalement à soutenir les groupes islamiques militants soutenus par le Pakistan voisin, plutôt que d'autres groupes de résistance afghans qui étaient moins idéologiques, qui luttaient également contre le régime marxiste de la République démocratique d'Afghanistan depuis l'intervention soviétique. Ils ont préféré les gens qui étaient les plus musulmans, hein, voyez, les plus fanatisés par la religion. L'opération Cyclone était l'une des opérations secrètes les plus longues, les plus coûteuses jamais entreprises par la CIA. Le financement commença avec 20 à 30 millions de dollars par an en 80 et termina en 87 avec 630 millions de dollars. C'est Hillary Clinton qui le dit, et vous avez la vidéo de ses confessions à la suite de mes propos. Le financement s'est poursuivi après 89, lorsque les Moudjahidines ont combattu les forces du PDPA de Mohamed Najibullah au cours de la guerre civile en Afghanistan, 89-92. Un pays de guerre, malheureusement. Une grande partie des critiques concernant l'opération Cyclone portent sur le fait que le programme s'est fortement orienté vers le financement et le soutien de groupes militants, y compris donc des groupes ayant des liens avec le djihadisme, des gens qui sont par essence même anti-Occident. Et nous, on les aide à se former, à les entraîner et à les créer. Et ensuite, ils attaquent, et souvent, ils attaquent l'Occident. Voilà. Le financement, l'armement américain ont ainsi indirectement soutenu des groupes terroristes tels que les talibans, Al-Qaïda, puisque plusieurs commandants moudjahidines se sont affiliés à ces groupes à la fin de la guerre soviéto-afghane. On est d'accord? Une fois que cette guerre était terminée, c'est tous ces moudjahidines qui avaient été créés financés par les Américains, se sont affiliés à des groupes, Al-Qaïda dans un premier temps. On a vu ce que ça donnait avec Ben Laden. Hein. Tout le monde a reconnu que Ben Laden au départ avait été formé, créé par la CIA pour aller taper sur les Russes. Hein. Bref. Et puis bon, Daesh c'est pareil. Je me souviens déjà à l'époque avoir indiqué que c'était bizarre, mais les opposants, vous savez ceux qui font un bon boulot, comme disait Fabius, quand ils étaient blessés, ils étaient soignés en Israël, et Israël les renvoyait sur le front pour aller se battre de nouveau contre Bachar el-Assad, le régime officiel de la Syrie. Rappelez-vous qu'il y a des années... Mais pourquoi ils font ça? Mais il y a des années, la Syrie enquiquinait fortement l'État d'Israël sur ce territoire, notamment au Liban et tout. Donc c'était une très grosse armée, de même que l'Irak, passé un moment avec Saddam Hussein, c'était des grosses armées qui étaient quand même une menace importante pour Israël. Donc de voir qu'il y ait des conflits, par exemple sur le sol syrien, c'était très, très intéressant pour Israël. Donc les combattants qui s'opposaient au régime de Bachar, ils étaient soignés en Israël et puis on les renvoyait se battre contre les troupes officielles de Syrie. Ça c'est une chose. Daesh, c'est un peu la même chose. J'ai la confession de quelqu'un du FBI, je crois qu'elle date de 2017, je vais vous la mettre, dans laquelle il indique donc fortement que Daesh s'était fait pour se battre contre la Syrie et contre l'Iran, je crois éventuellement. Voilà, c'est pour ça que parfois Daesh fait des attentats contre les chiites iraniens. Et voilà, c'est ce qu'on appelle aussi des attentats sous faux drapeaux, des false flags. C'est-à-dire que vous savez une attaque, vous pensez que ça vient d'un côté, soi-disant, et puis en fin de compte, rien n'est moins sûr. Je vous mets les deux vidéos qui justifient mes propos. J'espère qu'on ne va pas me les censurer, parce que c'est quand même des interviews officielles, hein, qu'on a trouvées facilement sur le net. Ça confirme en fin de compte qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Après, on reviendra dans une prochaine vidéo sur ce qui s'est passé à Moscou. J'ai des choses intéressantes. Allez, on regarde Hillary et donc la personne du FBI. À plus. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work.
And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. We created ISIS. I mean, ISIS is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them, and we still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. Bonjour à tous. Bien, après vous avoir expliqué dans la précédente vidéo d'où venait Al-Qaïda et Daesh, parlons de cet attentat en Russie. Bon, je suis tombé sur un visuel qui montrait l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan qui recrutait. On peut penser que tous les djihadistes dont on parlait, Daesh, Al-Qaïda, etc., qui ont été armés par l'Occident contre la Russie, déjà au départ avec l'Afghanistan, ben on se les prend en pleine figure, hein, de plus en plus. Rappelez-vous, tout de suite au départ, quand il y a eu l'attentat, le Crocus City Hall, c'est les Russes, c'est Poutine. Et puis après, on est passé à c'est Daesh. Oui, parce qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un attentat commis par des forces spéciales russes pour servir les intérêts de Poutine. Mais en fin de compte, je pense que cet attentat et les failles du service de sécurité russe ne le desserrent pas du tout, et au contraire, ça le ridiculise un peu qu'on puisse aller tuer et blesser des centaines de personnes en plein cœur de la Russie. Donc, qu'il ait commandité un attentat contre lui-même, ses intérêts, contre son prestige, non. Ça aurait pu, hein, mais je ne pense pas. Et puis, ouais, puisque rappelez-vous quand même que les gens, au départ, sur les chaînes mainstream, Poutine a organisé un faux attentat pour accuser l'Ukraine, hein, voilà. Puis le problème, c'est que c'est pas plausible, parce que on peut pas parler des failles du renseignement russe, etc. Mais il est bon de rappeler, dans la bonne tradition des États-Unis, qu'il y a toujours l'utilisation de djihadistes contre les Russes et les ennemis de l'Empire américain. Ben Laden dans les années 80, et puis après Daesh dans les années 2000. Je vous l'ai montré la vidéo précédente, vous explique, avec notamment Hillary Clinton, qui l'a avoué au niveau de la CIA. Elle dit « Nous avons contribué à créer le problème que nous combattons aujourd'hui. » Vous pouvez aller regarder. Mais le problème, c'est que les Yankees ne contrôlent pas bien leurs créatures, qui se retournent contre eux. Et puis, il y a eu cette invasion russe en Ukraine, et puis on recommence le recrutement et le recyclage de gentils rebelles syriens ou de mercenaires qui ont besoin d'argent, et ben, qui vont venir travailler. Alors, je suis tombé sur un visuel qui montre une page. Je vous la montre. Voici cette page. Il semblerait que, donc, en écriture russe ou ukrainienne, on embauche. Et il y a une adresse d'email. Voilà. Hein, donc, avec un numéro de téléphone. Et pour vous montrer que c'est pas bidon, vous allez donc sur le site, là, Fight. Donc, voilà. Hop, je clique. Alors, comme par hasard, depuis les attentats, le site est en
cours de reconstruction. D'accord? Mais vous vous apercevez que vous pouvez vous engager pour aller vous battre en Ukraine. Sur Instagram, sur Twitter, sur je ne sais trop quoi, hein, Légion, voilà. Donc, on va aller sur la page Facebook, Ukraine Internationale, et vous allez voir ce que vous allez voir. Joignez les braves, la Légion internationale pour la défense de l'Ukraine, et vous pouvez donc venir vous engager, et on vous explique tout ce qu'il faut faire, voilà, et vous allez rejoindre les courageux qui s'entraînent. C'est un petit guide vidéo, comment rejoindre l'International Légion Force de Défense Ukraine, vous voyez? C'est tout, ça vous explique, en montrant des images à la Rambo, voilà, et en vous montrant encore, voilà, le peuple, la démocratie, la Légion, etc., etc., etc. Voilà, voilà. La compagnie Bravo du 1er bataillon de la Légion internationale. Donc, vous voyez, c'est facile d'aller s'inscrire, et on va retourner sur l'autre, et on peut regarder sur les autres pages par rapport à... Bah tiens, Twitter. Allez, regardons Twitter. Je ne l'ai pas encore fait, celle-ci. Twitter. Allez, voilà, c'est pareil, kiff kiff. Vous envoyez un tweet et on va vous embaucher. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est possible de... Les recrutements sont ouverts, hein, ils ont besoin de monde, comme les Russes d'ailleurs. Et voilà. Donc, il semblerait que au Tadjikistan, peut-être l'ambassade d'Ukraine, voire d'autres, ont recruté ces 4 mecs, moyennant, je crois, la somme de 5 000 €, pour aller tirer dans le tas, tuer, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de leur caméra GoPro, comme on dit, où ils sont en train de tirer sur les gens, voire de temps en temps de donner quelques coups sur la gorge, hein, sans problème, sur les gens qui sont encore vivants au sol. Ça, c'est une chose. Après, on a vu des vidéos sur Telegram aussi où ils ont été arrêtés. Mais ces gens-là, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils regagnaient, si vous voulez, par une route, dans une Renault blanche, 4 portes, contrairement à ce qui était dit sur BFM. Ils regagnaient, ils allaient en direction de l'Ukraine. Certainement, leur commanditaire leur avait donné rendez-vous pour leur donner le reste de la somme. Bon, ils ont été rattrapés par les forces spéciales, c'est une chose, interrogés, torturés, pour qu'ils avouent. Il y a eu d'autres personnes qui, en fonction de ces renseignements, seront arrêtées quelques heures plus tard. Voilà, mais donc on peut se poser des questions. Alors, Zelensky nous dit oui, non, pas du tout, pas du tout. Il jure que ça vient pas de l'Ukraine, etc. Bon, mais je tiens quand même à vous dire que en Ukraine, il y a beaucoup de gens de Daesh qui sont en exil. Je vais vous montrer un autre article qui date de 2019. Vous allez comprendre. Voici, publié le 21/11/2019. L'Ukraine, refuge inattendu des leaders de Daesh. Vous voyez, d'après un article de Indépendante, et c'est Le Point. Voilà. Voilà. Depuis, le pays serait devenu l'un des domiciles refuge des djihadistes de Daesh en exil depuis leur départ de Syrie et d'Irak. Voilà. Alors, il y en avait un ou deux qui avaient été arrêtés, bon, les grosses têtes, mais ils vivent tranquillement en Ukraine sans être inquiétés. Voilà. On nous explique qu'il y a des failles dans le système, juridique et policier de l'Ukraine. Voilà. Hein. Le régime laxiste a permis aux terroristes de profiter de ces failles. Voilà. Les passeports sont toujours là. Pour la modique somme de 5 000 $ en moyenne, le quotidien britannique, un passeport ukrainien avec donc trafic de faux passeports. Voilà, c'est facile hein, de se blanchir. Vous voyez donc, en regardant les archives, on s'aperçoit qu'effectivement, alors évidemment, quand il y a eu l'invasion russe, eh ben, ces gens proposaient leur service au gouvernement en titre de mercenaires,
De leur côté, les Russes cherchent à enrôler aussi d'autres mercenaires. Et voilà. Il y a un sacré panier de crabe avec des musulmans du côté russe et des musulmans du côté ukrainien également. Ce qui est très étrange, c'est que il y avait une annonce de l'ambassade américaine. Je vous montre. Voilà, je vous montre. C'est le président serbe Vučić qui a déclaré que les États-Unis étaient au courant de l'attaque terroriste imminente à Moscou. Le 7 mars, l'ambassade américaine a exhorté ses citoyens à ne pas visiter le centre commercial. Ensuite, les Britanniques et d'autres ont fait de même. Cela signifie que leurs services de renseignement ont intercepté certaines communications, reçu des informations et savaient que quelque chose allait se passer. Donc, vous voyez, mes propos sont étayés. C'était connu depuis quelque temps. Et pourquoi les services secrets russes n'ont pas écouté, ils ont péché par orgueil, je pense. Voilà. Alors, si c'est pas Zelensky, pour une fois, peut-être on peut le croire, c'est un sacré magouilleur, mais bon. On peut penser qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette troisième guerre mondiale commence. Une espèce d'état profond, des gens qui ont des intérêts à ce qu'on se tape tous sur la tête et qu'on se détruise, et marchands d'armes ou d'autres, hein, et donc, on fait des attentats, parce qu'on a, je vous en ai parlé, des false flags sous faux drapeaux, parce que je ne pense pas que ça soit l'État islamique vraiment pur et dur, qui du fin fond de l'Irak, de la Syrie ou je ne sais où, ait envie d'aller faire des attentats. Mais on voyait bien que ce sont des gens du Tadjikistan. Il y a 15 jours, ils n'étaient pas Daesh, puis d'un seul coup, on les recrute, je te donne 5000 balles, tu vas les tirer sur des gens, tu reviens. Voilà. On voit le profil des gens, hein, c'est pas... Voilà. Donc je pense qu'il y a un troisième larron qui essaye de tirer les marrons du feu et qui a tout intérêt à ce qu'il y ait un embrasement de la région. Des dessins très très noirs, et voilà. Et donc ils vont dire, bah tiens, les Russes se disent, c'est les Ukrainiens, et ils vont aller taper sur l'Ukraine encore plus fort, ce qui fait que nous, on sera obligés de les défendre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que parfois des guerres mondiales commencent, comme par exemple en 1914 pour l'assassinat d'un prince autrichien. Et ben toute l'Europe s'est embrasée pendant 4 ans, et cela a fait des millions de morts. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors l'État islamique, oui et non, quoi. Hein, c'est des gens qui ont été embauchés, on les a pris musulmans, des Tadjiks, et puis c'est tout. Et puis, alors, il y a aussi une chose, il faut regarder les photos, mais ils prêtent, vous savez, les musulmans de l'État islamique, c'est avec la main droite. Il y a beaucoup de choses qui passent par la main droite chez les musulmans, pas la main gauche. La main gauche serait un petit peu moins pure. Et quand ils font une allégeance, etc., quand ils prennent des photos, tout le monde le fait à la main droite. Les vrais musulmans, c'est avec la main droite qu'on dit bonjour, qu'on fait certaines choses à la mosquée, etc. Et eux, ils ont fait ce signe commun de l'État islamique, ils l'ont fait avec la main gauche. Il y a des choses aussi dans les photos qui sont un petit peu ambiguës. Alors après, les photos ont été recadrées pour qu'on ne voit pas... pour que les vrais spécialistes ne voient pas qu'ils ne sont pas trop au fait de la façon de faire. Et puis bon, n'importe qui, connaissant un peu le système, peut détourner un Instagram ou un Twitter et s'intituler État islamique en reprenant des anciennes publications et en... Voilà. Peut-être un jour on saura, mais pour l'instant, par contre, évidemment, ça fait toujours... Nous sommes en guerre. Alors ça aide Macron à faire passer son idée de vouloir attaquer la Russie. Et en même temps, ça permet de verrouiller en France, comme ils ont fait avec le Covid, et de faire un espèce d'état d'urgence qui bloque tout le monde. Je me pose même la question... Oui, ça peut le servir pour les élections européennes, parce que les gens vont dire « Mon Dieu, il ne faut pas voter pour le RN, ils sont pro-russes, mais voyons, et puis il faut voter pour la liste à Macron. » Voilà, à mon avis, c'est ça.
C'est pour ça qu'il en fait largement usage, et puis ça le permet de dire, regardez, moi je suis là pour défendre les Français, je fais l'état d'urgence, on va mettre des soldats dans les rues, vous inquiétez pas, moi, Macron, le boxeur, je suis là. Enfin, voilà mon interprétation, mais on verra. Merci en tous les cas de m'avoir suivi, c'est pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, et puis à très bientôt. Au revoir.